Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Fiat 500. La suspension de ces petites voitures est assez solide. Dommage que la rotule standard ne soit pas remplaçable, tout comme les Silent Block. Mais au moins, ils sont disponibles dans un design presque original de Magneti Marelli. La ressource, même sur les routes russes, est de 50 000 à 80 000 km. Le bloc silencieux arrière est généralement le premier à tomber en panne, celui avant est nettement plus fiable et la rotule est éternelle sous condition sur les voitures de plus de 200 miles, vous pouvez toujours en trouver d'origine. Les supports de jambes de force sont assez faibles, mais les principales plaintes proviennent des propriétaires de 500 électriques et de voitures américaines à transmission automatique, la charge y est plus élevée. La structure des supports a même été un peu renforcée, mais pas suffisamment. Les supports bougent encore peu. La question est compliquée par le fait que les Américains ne disposent pas de support sportif d'Abarth, ils ne conviennent qu'aux versions européennes. Avec la suspension arrière, tout est assez simple. Il est nécessaire de changer à temps les amortisseurs et leurs bagues. Les blocs silencieux de la poutre sont solides, s'ils n'ont pas été vissés lors du remplacement et que les ressorts ne se sont pas affaissés, alors ceux d'origine sont presque certainement toujours là. Les ressorts des 500 ordinaires sont assez mous et faibles. Il existe des variantes qui se cassent à cause de la corrosion à un kilométrage supérieur à 100 000. Sur les Abarth, les ressorts sont plus rigides et les pannes sont rares. Mais là, la suspension elle-même se déplace généralement sensiblement moins, et les jantes avec moyeux sont déjà des consommables, alors que sur les versions standards, les moyeux, bien qu'assez faibles, dépassent généralement 150, et les jantes des pneus standards sont difficiles à bosseler. La direction ici est à assistance électrique, et la plus simple, avec un moteur sur la colonne de direction et un engrenage à vis sans fin. L'euro est assez fort. Pour les longs trajets, il est recommandé de renouveler le lubrifiant interne, notamment dans les régions froides. Lorsqu'elle perd ses propriétés, on sent que la force devient plus bancale, à cause des frottements dans la boîte de vitesse. Parfois, un problème typique des Fiat apparaît avec le capteur de couple et d'angle de rotation de la direction assistée électrique. Ce problème est typique des exécutions de 150+ et apparaît rarement plus tôt. Mais si le volant vibre en tournant, comme le moteur de vibration d'un téléphone, ou si l'effort saute simplement, cela entraînera de grosses dépenses. Vous pouvez chercher le capteur, les reconditionnés se vendent environ 50 €, un neuf chinois coûte 120 €, mais dans tous les cas il y a un risque d'en acheter un incompatible. Et le montage et le démontage de la direction assistée électrique coûtent aussi un peu. Un nouvel euro coûte plus de 1000 €, ce qui est inacceptable pour la plupart des propriétaires de voitures. Le seul substitut produit par General Ricambispa est 2 fois moins cher, mais la qualité n'est pas claire. Les embouts et les biellettes de direction sont faibles, ils doivent être changés tous les 40 à 60 000, même en mode ville moyenne. Si vous conduisez beaucoup sur terre, alors plus souvent. Si vous roulez sur des routes exceptionnellement bonnes et utilisez le volant avec précaution, utilisez-le moins souvent. Le rack lui-même est également assez fiable. Seules les bagues latérales tombent en panne, mais leur remplacement par des bagues en plastique fluoré est désormais une opération peu coûteuse et a été adoptée par la plupart des services. Les voitures étant à traction avant et très compactes, la conception ne présente pas de difficultés particulières. Tout est fait avec une bonne marge de sécurité. Il n'y a qu'un seul problème, trouver une voiture avec une transmission manuelle normale ou une transmission automatique normale n'est pas si facile. Très probablement, vous devrez accepter le fait qu'il y a un robot sur la voiture. La mécanique est représentée par les boîtiers des séries C510, C514 et C514R. Ce sont des unités très compactes et plutôt anciennes. La plus jeune boîte de la série, la 514e, était équipée de presque tous les moteurs atmosphériques avec un couple allant jusqu'à 150 Nm. Il s'agit d'une simple boîte de vitesse à 2 arbres, généralement à 5 vitesses, mais il existe également une option à 6 vitesses. L'entraînement de changement de vitesse est un câble, avec une liaison pas très bonne, et est également sujet à l'aigreur pendant les temps d'inactivité. L'un des inconvénients frappants du C514 réside dans ses roulements extrêmement médiocres. Toutes les versions avant 2012 étaient équipées en standard de roulement à billes avec cage en plastique. Seuls les moteurs les plus puissants, pour cette boîte, il est de 1,4, étaient équipés de moteurs à rouleau ou à billes avec un séparateur métallique à l'avant ou à l'extrémité inférieure des arbres. Le tableau est complété par un différentiel assez faible et des roulements de différentiel conique avec une durée de vie limitée, environ 150 000 km,
avant l'apparition du jeu. De ce fait, le hurlement de la boîte et le son caractéristique « diesel » ne sont pas rares. Vous pouvez souvent avoir le temps de remplacer un jeu de roulement par des roulements à rouleau, puisqu'ils sont en vente. Mais ce n'est pas très bon marché et les mesures préventives sont impopulaires. Les synchroniseurs sont également loin d'être idéaux, mais ils ne durent plus 150, mais plutôt 200 000 ou plus. Les fuites d'huile se produisent malheureusement régulièrement, et toute diminution du niveau nuit grandement à la lubrification du différentiel et entraîne un grippage des axes de pignon. Ils ne s'enfuient pas tout de suite, mais leurs dommages peuvent causer une augmentation du bruit dans les virages rapides. Le C514R, comme vous pouvez le deviner, est une version renforcée du modèle normal, strictement destiné au moteur 1.4 à 16 soupapes. Il comporte un différentiel légèrement différent et presque certainement des roulements renforcés à l'extrémité avant des arbres. Sinon, tout est pareil. La même boîte sert de boîte principale au robot Celespeed. La boîte de vitesse manuelle S510.5 est conçue de manière complètement différente. Une telle boîte est encore assez compacte, mais détient officiellement 210 Nm de couple, mais en fait elle peut en supporter plus de 300, ce qui est suffisant même pour les Abarth sérieusement boostés, sur lesquels on la retrouve principalement. Cependant, le 510 est équipé des moteurs 1.4 et 0.9 des versions ultérieures. Bien entendu, il est plus fiable que le 514, surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec un simple moteur atmosphérique. Il est dommage qu'à l'extrémité arrière des arbres se trouvent des roulements avec une cage en plastique malheureuse, qui s'effondrera inévitablement avec le temps ou sous des charges élevées. Le différentiel C510.5 s'adapte bien aux moteurs relativement faibles, mais ne tolère pas le couple des moteurs portés à 180 à 190 chevaux. Cependant, il existe de nombreuses baleines pour cette boîte qui élimine ce problème, car le C510 se retrouve souvent sur les Alfa Romeo 156 avec des moteurs 1,8 à 2,0 et est très populaire en tuning. Ce qui est pratique, c'est qu'au lieu d'un C514, un tel boîtier est presque boulonné, et un boîtier d'occasion coûte le même prix, voire moins. L'embrayage et les volants d'inertie sur toutes les versions ne causent pas de problèmes inutiles. Le seul inconvénient est la ressource. Sur les voitures équipées de moteurs 1,2, elle est souvent inférieure à 60 000, ce qui est assez élevé par rapport aux normes modernes. Si vous n'avez pas de chance, vous aurez une Fiat 500 avec une transmission automatique. Plus précisément, avec un robot. Ici, il s'agit presque d'un Graziano de course, mais de Magneti Marelli, et s'appelle Celespeed CAC 328 ou Dualogic, selon le marché. Seuls les propriétaires de rares voitures américaines dans notre région ont de la chance. Il dispose d'une Aisin F21 250 automatique, à part entière, une version junior du célèbre TF80SC. Les robots, comme mentionné ci-dessus, sont basés sur la mécanique de la série C514R pour un embrayage de 200 mm sur les voitures équipées de moteurs atmosphériques 1,2 à 1,4 et C510.5 pour Abarth. L'entraînement de l'embrayage est hydraulique, tout comme l'entraînement du changement de vitesse. Les synchroniseurs sont renforcés par rapport à la boîte de vitesse manuelle. La dernière version du robot s'est avérée assez fiable et même très pratique au quotidien. Mais une telle boîte n'est pas comparable au robot à 2 embrayages ou à une transmission automatique classique en termes de facilité d'utilisation. Non seulement la boîte est de conception très simple, voire primitive, mais la sélection de l'huile a également été un échec. Tutela car CS Speed ne fonctionne tout simplement pas à des températures inférieures à 0. Si l'huile est vieille, même à 0, elle s'épaissit tellement que la pompe peut tomber en panne. Rien n'empêche l'utilisation d'huile présentant les meilleures caractéristiques à basse température, mais les expériences sont menées uniquement par des habitants de Sibérie, où Tutela gèle en hiver afin que le robot ne fonctionne qu'après 1 heure de préchauffage. Les autres changent simplement régulièrement l'huile italienne et essaient de conduire moins en hiver. Malgré le caractère primitif d'un robot doté d'un seul embrayage, ces boîtiers présentent de nombreux points faibles et pannes potentielles. L'accumulateur hydraulique vieillit progressivement, et si vous ne le changez pas à temps, la pompe à huile peut tomber en panne. Et si la pompe à huile fonctionne trop souvent, il est préférable de la tester et de la remplacer si nécessaire. L'embrayage dure assez longtemps si la voiture roule sur un terrain plat et que tout est en bon état. Mais cela n'arrive pas toujours, et de nombreux propriétaires ne comprennent pas les spécificités du fonctionnement d'un robot, sur un moteur aussi faible, permettant un mode avec des démarrages longs, dans lequel l'embrayage s'use plus rapidement. L'hydraulique des boîtes est assez puissante, ce qui semble bien.
mais la fourchette de débrayage et le mécanisme de changement de vitesse, et par la même occasion les synchroniseurs, s'usent très sensiblement lors d'une utilisation en ville. Sur les 1.4 turbocompressés, les propriétaires utilisent simplement la boîte de vitesse comme une semi-automatique, libérant l'accélérateur et changeant les vitesses manuellement pour réduire les charges de choc et éviter les changements de vitesse extrêmement rapides sous tension. Si vous avez de la chance, vous ne saurez pas comment changer les manchettes dans la boîte, comment percer le drainage, où va l'huile, où chercher les fuites et pourquoi la valve d'embrayage de Chery QQ convient. Mais je vais quand même décrire brièvement la procédure si le panneau « Case à cocher » s'allume sur le tableau de bord. C'est un scénario très probable pour ceux dont le kilométrage de la voiture est supérieur à 50 000 km. Et cela peut se répéter 1 à 2 fois par an si vous ne prenez pas soin de tout réparer d'un coup et à l'avance. Tout d'abord, vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir de travail de la box. Si une fuite est visible sous le capteur de sélection de vitesse, cela signifie que les brassards fuient. Il est inutile de changer le joint du capteur. Si tout va bien avec le niveau d'huile, mesurez l'intervalle de réponse de la pompe. Moteur tournant, remarquez à l'oreille le temps qui s'écoule entre les activations. 2 minutes ou plus sont idéales. Plus d'1 minute est un bon résultat. Il n'y a pas de fuite de pression dans le caisson et la pompe est OK, mais le problème est ailleurs. Moins de 30 secondes, vous ne devez vous rendre qu'au centre de service, vous avez un problème de pression, et le contrôle est presque certainement dû à cela. Si la pompe fonctionne toutes les 10 secondes ou fonctionne en permanence, alors si vous ne voulez pas la détruire, emmenez la voiture à la station-service sur une dépanneuse. Et la pompe risque de ne pas fonctionner du tout. Il existe également de nombreuses raisons, de l'usure banale des balais ou de la cale au problème de câblage ou à un fusible grillé. Un certain nombre de problèmes peuvent être facilement éliminés, mais vous devrez peut-être remplacer l'ensemble pompe. Il existe généralement 3 raisons pour lesquelles les fuites de pression entraînent un pompage constant de la pompe. Le premier est l'usure de l'accumulateur hydraulique. La seconde est l'usure de la valve d'embrayage, de 50 € en Chine à 400 dans notre stock. Ce dernier problème se remarque par l'augmentation du débit de fluide dans le réservoir par le tuyau de retour. Le réservoir doit être propre pour le voir. Eh bien, la troisième option, la plus désagréable, est l'usure des manchettes internes du groupe hydraulique sur les pistons de changement de vitesse et d'embrayage. Les brassards coûtent 1 centime, mais tout le monde ne peut pas régler lui-même le corps de la valve. Une erreur due au calibrage de l'embrayage peut être associée à la fois à son usure et à l'usure de la tige d'embrayage sur une plage de plus de 50 000 km. La tige est soudée avec succès en service au standard 75 mm, et une couronne de renfort est placée dessus. Un autre problème typique des robots concerne le mécanisme de verrouillage de la sélection des vitesses. S'il y a un minimum d'émulsion de condensat dans le canal, celui-ci gèle et la bague de verrouillage gèle jusqu'au mur. Cependant, avec juste de la vieille huile, la bague gèle déjà et provoque des erreurs. En plus de tout ce qui précède, il reste une grande variété de pannes de câblage, c'est du sud, plutôt fragile, avec des connecteurs qui fuient, et il n'aime pas non plus l'huile. En général, la liste des contrôles est assez longue, les réparations sont coûteuses et on ne trouve pas ici de caisses d'occasion assemblées, comme les japonaises. Enfin, un peu sur une vie riche. Si vous souhaitez simplement en installer un nouveau, alors l'unité hydraulique coûtera 2 700 €, l'unité interprète 1000, l'unité de vanne 1300. Et, un peu plus, pour le câblage et le réservoir avec tuyaux et embrayage, fourche et accumulateur hydraulique. La boîte assemblée coûte moins de 5000. Cela ne sert à rien de parler de la machine automatique hydraulique Aisin. Même avec le 1.4T américain, de 135 chevaux. Il s'en sort sans effort, sans parler de la version atmosphérique de 101 chevaux. Certes, la transmission automatique est sensible à la pureté de l'huile et, avec un long kilométrage, vous devez la surveiller, car l'usure des garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz entraîne une contamination par l'huile et de nombreuses conséquences désagréables tant pour le corps de soupape que pour la pièce mécanique. De la boîte. La conception dans son ensemble n'est pas sans défaut, elle n'aime pas les surchauffes et les conducteurs trop actifs. Si ces conditions ne sont pas remplies, des pannes sont possibles, un peu comme la Volkswagen TF60 SC. Je pense qu'il suffit de regarder la voiture pour comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sous le capot. Pour les moteurs turbo, nous avons même dû installer un panneau avant et un pare-choc différent pour accueillir de nouveaux radiateurs et refroidisseurs intermédiaires. Combiné à la qualité traditionnellement médiocre des produits en caoutchouc et au système hydraulique robotisé
de la plupart des machines, tout cela rend la maintenance pas tout à fait triviale. Il est préférable de ne pas se lancer dans les choses au hasard, vous devez savoir quoi et où est retiré, vérifier et dévisser, et quelle connexion il est préférable de ne pas toucher, afin de ne pas avoir à acheter de nouveaux tuyaux et joints plus tard. Cependant, les voitures équipées de moteurs atmosphériques et de transmission manuelle ne rencontrent pas de problème particulier, notamment celles à 8 soupapes avec des culasses très compactes et un filtre à air dans le capot moteur. La plupart des machines sont équipées de moteurs de la série Fire. Il s'agit de moteurs 1.2 à 8 soupapes et 1.4 à 16 soupapes, et même de moteurs turbo Abarth. Ce n'est pas particulièrement intéressant de parler de versions simples. Ce sont des bêtes de somme ordinaires, solides et simples, très fiables et assez durables sur des machines légères. En exploitation sur autoroute, les moteurs consomment un peu d'huile, car la vitesse est déjà trop élevée à 100 km/h et sur les moteurs à 16 soupapes, le séparateur d'huile est également mal conçu. Mais ce problème est bien résolu par une rondelle d'huile sportive sur le tuyau. Un autre inconvénient est que la courroie de distribution d'origine ne dure pas plus de 60 000, les catalyseurs ne durent pas longtemps, les papillons et les lambdas ne fonctionnent pas très bien et avec un kilométrage allant jusqu'à 150, ils peuvent déjà commencer à s'amuser. Mais les moteurs sont simples, les moteurs à 8 soupapes ne plient pas les soupapes en cas de rupture de la courroie de distribution, les composants sont peu coûteux, la conception a été peaufinée au fil de nombreuses années de production. Sur les Abarth et les American 500, on retrouve également des moteurs de la même série Fire, mais sous la marque Multi-Air. Il est basé sur un ancien bloc cylindre de moteur 1.4, mais la culasse est complètement neuve. Les chances de les rencontrer en Russie sont minimes, mais l'idée elle-même est si intéressante qu'elle mérite d'être racontée. D'ailleurs, la même technologie est utilisée sur les moteurs 0, 9, toujours disponibles à la vente. L'arbre à cam d'échappement des moteurs est tout à fait normal et contrôle les soupapes d'échappement. Mais en plus des cams de commande des soupapes, il dispose de cams pour les vérins hydrauliques Multi-Air. Leur profil est très plein et fournit une grande quantité d'énergie pour faire fonctionner la vanne. La cam crée une pression dans un grand vérin hydraulique qui communique avec l'actionneur de la vanne et l'ouvre. Plus précisément, deux vannes avec vérins hydrauliques séparés. Rien de nouveau pour l'instant, c'est ainsi que fonctionne tout compensateur hydraulique dans le moteur. Mais les Italiens ont fabriqué un vérin hydraulique pompe avec un volume plus grand que celui du vérin de l'actionneur de soupape. Et entre eux, une vanne électrique a été placée, qui vous permet de réguler le volume d'huile fourni à l'entraînement de la vanne. Et donc, ajuster la hauteur de sa montée. Il ne reste plus qu'à ajouter un système qui permet de régler l'heure et la durée optimale d'ouverture de la vanne électrique pour chaque course de travail, et les Italiens ont reçu une courroie de distribution dans laquelle la hauteur et la vitesse d'ouverture de la vanne peuvent être contrôlées électroniquement. Pendant que la cam sur l'arbre à cam pompe l'huile, vous pouvez même ouvrir et fermer la vanne plusieurs fois, la maintenir à un petit angle d'ouverture ou au maximum, l'ouvrir tôt ou tard. Ce n'est pas encore une liberté totale, mais il existe un très large choix d'options qui vous permettent d'augmenter la puissance ou d'assurer une efficacité maximale si vous le souhaitez. Comme avec les systèmes Vanos de BMW, il n'y a pas besoin de papillon des gaz, les pertes par pompage sont minimisées, mais la vitesse d'ouverture du robinet est également découplée de sa course. L'hydraulique permet non seulement de limiter la hauteur de levage maximale, mais également de définir une toute nouvelle courbe d'ouverture arbitraire. Dans la courbe de fonctionnement maximal de la cam. En théorie, tout cela permet de créer un moteur atmosphérique avec un versus presque idéal, avec un remplissage exemplaire à tout régime, de faire varier le degré de torsion du mélange dans le cylindre par tour, d'ajuster facilement tous les phénomènes de résonance à l'admission, et beaucoup plus. Et en combinaison avec le turbocompresseur et l'injection directe, il offre des opportunités presque idéales pour augmenter et réduire la consommation de carburant tout en respectant les normes d'émission les plus strictes. Et le design n'est pas trop compliqué. Il y a essentiellement un inconvénient, des pertes élevées pour le pompage de l'huile, et à basse vitesse, elle ne diminue pas du tout, car l'alimentation du vérin hydraulique de la pompe est constante. Le moteur s'est avéré n'être pas un échec, mais loin d'être aussi durable que ses frères habituels de la famille Fire. Au moins, ce n'était pas la première fois qu'il était possible de sélectionner la rigidité du ressort pour le cylindre de la pompe. Ainsi, avec le temps, les ressorts se sont affaissés et, à grande vitesse, le culbuteur a sauté, endommageant l'arbre et la tige. L'huile a creusé des empreintes dans le couvercle de l'unité Multi-Air et rongé des canaux dans la plaque d'aluminium.
et la valve elle-même tombe en panne après 50 000 km. Le résultat est une diminution de la puissance et une augmentation du bruit. La ressource dépend en grande partie de la pureté de l'huile, qui à son tour dépend du filtre utilisé, du fonctionnement de la vanne de dérivation, de la charge de froid et de l'état du filtre interne de l'unité multi-air. Ce qui, soit dit en passant, change généralement de manière extrêmement confuse. Étant donné que les dommages sont généralement complexes, la simple restauration des composants défectueux peut ne pas aider et il est préférable de remplacer l'appareil par un neuf. Et c'est encore mieux de changer l'huile moteur plus souvent, de ne pas l'amener à 250 heures moteur, soit environ 7000 km, et d'utiliser uniquement un filtre à huile de marque. Avec un peu de chance, le système fonctionne bien jusqu'à 150 000 courses. En Russie, sur une Fiat 500, vous êtes plus susceptible de rencontrer ce système si vous achetez une voiture équipée d'un moteur de 0,9 litres à 2 cylindres Twin Air. Ce moteur appartient nominalement à la même série que les moteurs 1.4 et 1.2, mais en réalité il n'a rien de commun avec eux. Il y a un tout nouveau bloc cylindre, une taille de groupe de pistons différente, 2 cylindres, un entraînement par chaîne de distribution et un arbre d'équilibrage dans le bloc. Mais l'unité multi-air de deuxième génération est nettement plus fiable que sur les moteurs 1.4, sa conception est plus simple et la poussée du moteur suralimenté est très bonne, elle produit ses 140 Nm après 2000 tours. Le seul regret est qu'au ralenti, le couple est très faible et inégal, donc au démarrage, le moteur doit être sensiblement serré. Ce qui ne va pas avec la fiabilité n'est pas encore clair, mais il n'y a pas de problème généralisé avec des kilométrages pouvant atteindre des centaines de milliers. Nous connaissons mieux le turbodiesel 1.3 JTD des modèles Opel, les Corsa et Astra en étaient équipés. Pas le meilleur moteur en termes de fiabilité, mais très économique et à couple élevé. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Fiat 500, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.